Ce chapitre est intitulé Intégrale généralisée, dont la fonction intégrée n'est pas définie pour l'une des bornes de l'intégrale. On va voir les techniques qui permettent d'étudier la convergence de cette intégrale ou bien la divergence. Dans la première section, on va commencer par quelques généralités, des définitions des propriétés simples, et puis on va entamer des propriétés algébriques concernant les intégrales généralisées. Et puis on va voir quelques exemples fondamentaux. Dans la plupart des cas, lorsqu'on s'intéresse à étudier des intégrales généralisées, on se base sur des exemples de référence. Et puis dans la quatrième section, on va consacrer l'étude des intégrales impropres ou bien généralisées pour les fonctions qui sont à valeur positive. Par la suite, on va entamer la convergence absolue, et puis on va terminer ce chapitre par les intégrales impropres aux deux bornes, c'est-à-dire intégrer une fonction qui n'est pas définie pour les deux bornes de l'intégrale. On commence par la première partie des généralités, et on définit pour une fonction continue par morceau, ou bien tout simplement continue. La continuité par morceau, c'est une hypothèse faible, mais on peut toujours considérer une fonction qui est continue sur l'intervalle AB. Vous pouvez remarquer ici que l'intervalle AB il est ouvert à droite, c'est-à-dire que la fonction qu'on s'intéresse à intégrer n'est pas définie en B qui constitue la borne à droite de notre intervalle. Donc en considérant cette fonction qui est définie sur AB, à valeur réelle bien sûr, on dit que l'intégrale sur AB f de x dx converge ou bien existe si seulement si cette application, c'est-à-dire f de x qui est égal à l'intégrale entre a et x f de t dt, admet une limite à gauche en B. Imaginez par exemple que le P égale à plus l'infini. Donc pour étudier la convergence, on peut considérer, c'est parmi les méthodes qu'on peut adopter, considérer la fonction f de x égale l'intégrale entre a et x f de t dt, et par la suite, on fait tendre le x vers plus l'infini. Si le b c'est un réel pour lequel la fonction f n'est pas définie, on peut le remplacer par x et puis étudier la convergence de cette fonction à gauche en b. Donc si la limite existe, on dit que l'intégrale converge, sinon on dit que l'intégrale diverge. Pour comprendre cette définition, on peut considérer l'exemple suivant. On considère une fonction 1 sur x au carré qu'on va intégrer entre 1 et plus l'infini. Donc ici, vous avez le a égale à 1 et le b égale à plus l'infini. On remplace le plus l'infini par un t et puis on considère une fonction grand f de t. Celle-là. Alors l'intégrale entre 1 et t f de x dx, c'est une intégrale classique qu'on peut calculer à travers la primitive de 1 sur x au carré, qui n'est autre que moins 1 sur x. On calcule la valeur de cette fonction entre t et 1, et puis on fait tendre le t vers plus l'infini. Ça donne la valeur 1. Donc, on obtient une limite qui converge, et par conséquent, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de x dx converge. Considérons un autre exemple pour lequel la fonction à intégrer égale à 1 sur x. On peut utiliser la méthode classique de la définition. On remplace le plus l'infini par une limite. On intègre. La primitive de 1 sur x, c'est logarithme de x. Et puis, on calcule la valeur de logarithme de x entre plus l'infini et 1. Sachant que le logarithme de 1, c'est 0. Et puis, la limite du logarithme lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, l'intégrale de g de x pour le cas g de x égale à 1 sur x, c'est une intégrale généralisée divergente. Donc ça, c'est une première méthode qui permet d'étudier les intégrales généralisées ou bien les intégrales impropres en intégrant directionnellement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on ne peut pas intégrer une fonction ou bien on ne peut pas déterminer une primitive de la fonction pour pouvoir passer à la limite. On verra par la suite quelques techniques qui permettent de déterminer la nature de l'intégrale généralisée sans passer par le calcul de la primitive.
Une première remarque concernant cette définition, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la convergence de l'intégrale et l'existence d'une limite pour la fonction f en plus l'infini. Autrement, même si la fonction f possède une limite en plus l'infini, ça ne veut pas dire que l'intégrale converge. Par exemple, si on considère cette fonction 1 sur racine de x, c'est une fonction qui n'est pas intégrable, puisque sa primitive c'est 2 racines de x. On évalue ça entre plus l'infini et 1, ça donne plus l'infini, mais malgré ça, la fonction elle converge vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc il n'y a aucune relation entre la convergence de la fonction et la convergence de l'intégrale en plus l'infini. La deuxième remarque, si jamais b est un réel, c'est-à-dire la borne supérieure de l'intégrale, c'est pas plus l'infini, mais c'est un réel, et vous avez f, une fonction continue par morceau, ou bien tout simplement continue sur AB, et puis elle possède une limite en b à gauche. Dans ce cas, on peut dire que l'intégrale converge. Elle n'est pas généralisée, ou bien elle est faussement impropre. En effet, on peut considérer un exemple, l'intégrale entre 0 et 1 x logarithme de x d de x. On peut voir ici que cette fonction elle est définie entre 0 et 1, mais elle n'est pas définie en 0, puisque le logarithme de x il est défini sur r étoile plus. Mais malgré ça, la fonction à l'intérieur x logarithme de x, elle converge vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc on peut dire que cette intégrale converge. Le deuxième exemple, c'est sinus de x sur x. Elle n'est pas définie en 0, mais lorsque x tend vers 0, cette fonction elle converge vers 1. Et donc on peut dire que les deux intégrales convergent directement. La première proposition concernant ce chapitre, en considérant un paramètre c sur l'intervalle AB, toujours on considère ici un intervalle semi-ouvert à droite, alors les deux intégrales convergent toutes les deux ou bien divergent toutes les deux. L'utilité de cette proposition, c'est que parfois on peut éliminer par exemple la borne inférieure et se contenter de l'étude de l'intégrale entre c et b. Sachant que la fonction est bien définie entre a et c, elle est bien définie en a, elle est bien définie en c. Et puis f de x, on suppose qu'elle n'est pas définie en b, donc la convergence de cette intégrale garantit la convergence de cette intégrale, puisque cette intégrale elle est bien définie. Pour comprendre d'où vient cette propriété, on peut utiliser une limite classique. On suppose d'abord que notre intégrale converge, et puis on remplace le b par x, tout simplement, et après on va faire tendre le x vers b-. On utilise la relation de Charles pour écrire cette relation. Et si vous avez des intégrales qui sont classiques, il n'y a pas de b. C'est le b qui pose problème dans l'intégrale. Sachant que la fonction f elle est bien définie entre a et x, et puis elle est bien définie entre a et c. Et puis on va faire tendre le x vers b-. Le b peut être un réel comme il peut être plus l'infini. Puisqu'on a supposé dès le départ que l'intégrale entre a et b converge, alors si celle-là converge, celle-là converge, par passage à la limite. Maintenant, on suppose le contraire. Supposons maintenant que l'intégrale entre c et b converge. Et on va essayer de montrer pourquoi forcément l'intégrale entre a et b converge. On peut utiliser la même méthode. On remplace le b par x, et puis on utilise une relation de Charles. Entre a et x, c'est ac plus cx. La fonction f elle est bien définie entre a et c, et puis elle est bien définie entre cx. Donc ce sont deux intégrales qui sont classiques. Et puis on passe à la limite. Puisqu'on a déjà supposé que l'intégrale entre c et b converge, cette intégrale elle est bien définie, ça veut dire que cette intégrale converge. Le résumé de cette proposition, c'est que si on a à étudier une intégrale entre a et b, pour lequel le b
c'est un point qui pose problème pour la fonction f. Il peut être un réel comme il peut être plus l'infini. Alors, les deux intégrales entre AB ou bien CB sont de même nature. Étudier l'intégrabilité de la fonction entre A et B ou bien l'étudier entre CB, ça revient à la même chose. Et on passe aux propriétés algébriques qu'on peut effectuer au niveau des intégrales généralisées. Cette propriété elle concerne la distributivité de l'intégrale généralisée par rapport à la sommation à condition. Si on a deux intégrales qui convergent, alors on peut simplifier l'intégrale de la somme pour écrire la somme des intégrales. Si on n'a pas de convergence, on ne peut pas écrire cette égalité. Pour justifier ce résultat, on peut utiliser la même technique qu'on a utilisée pour la propriété précédente, c'est-à-dire on remplace le b par x. L'intégrale entre a et x, c'est un intervalle qui est fermé, pour lequel la fonction f plus lambda g est bien définie. Ça garantit la distributivité de l'intégrale par rapport à la somme des fonctions. On aura cette sommation-là. Donc, si les deux intégrales convergent, on aura cette intégrale est bien définie et converge. L'essentiel de cette proposition, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire l'intégrale de la somme égale la somme des intégrales que dans le cas pour lequel les deux intégrales convergent. Une première remarque concernant cette propriété, c'est que si jamais vous avez l'une des deux intégrales ne converge pas, soit l'intégrale de f ou bien l'intégrale de g ou bien les deux en même temps, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'avoir une égalité. En effet, l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Si on veut simplifier par exemple celle-là, on aura 1 sur x fois x plus 1. C'est une fraction polynomiale. On ne peut pas distribuer l'intégrale par rapport à la sommation. Pourquoi? Parce que l'intégrale de 1 sur x diverge et l'intégrale de 1 sur x plus 1 diverge. Pourquoi elle diverge? Parce que la primitive ici de 1 sur x, c'est le logarithme qui diverge en plus l'infini. La primitive de 1 sur x plus 1 ici, en plus l'infini, c'est logarithme également qui diverge. Donc, puisque les deux intégrales divergent, on n'a pas le droit d'avoir une égalité entre les deux quantités. L'égalité, elle est assurée lorsque seulement les deux intégrales convergent en même temps. On passe maintenant à étudier quelques exemples fondamentaux sur lesquels on se base pour déterminer la nature d'autres intégrales impropres ou bien intégrales généralisées. En commençant par l'intégrale de Riemann en plus l'infini. Cette intégrale, elle est définie par l'intégrale entre une constante supérieure strictement à 0, par exemple 1, jusqu'à plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha. Et puis, on peut justifier que cette intégrale de Riemann converge si seulement si le alpha est strictement supérieur à 1. La justification elle est simple. On va étudier les cas. Lorsque alpha est différent de 1, la fonction à intégrer possède une primitive qu'on peut évaluer entre 1 et x, et après on fait tendre le x vers plus l'infini en faisant attention au signe de 1 moins alpha, qui détermine la nature de la limite de x à la puissance 1 moins alpha lorsque x tend vers plus l'infini. Le seul cas qui garantit la convergence ici, c'est le cas pour alpha supérieur à 1. Le alpha inférieur à 1, l'intégrale généralisée diverge. Le troisième cas qui reste, c'est lorsque alpha égale à 1. Dans ce cas, la primitive, c'est logarithme de t, qu'on peut évaluer entre 1 et x, et après on fait tendre le x vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc également pour le cas alpha égale à 1, l'intégrale généralisée diverge, et donc le seul cas qui garantit la convergence de l'intégrale de Riemann, c'est lorsque alpha supérieur strictement à 1. De plus, on peut parler également de la convergence de l'intégrale de Riemann en 0, en considérant une intégrale entre 0 et n'importe quelle constante strictement supérieure à 0, 1 sur x à la puissance alpha t de x qui converge. Cette fois-ci,
lorsque le alpha il est inférieur strictement à 1. En effet, on peut effectuer un petit changement de variable pour se rendre à l'intégrale de Riemann en plus l'infini. L'intégrale entre 0 et 1 de notre fonction devient, en utilisant ce changement de variable, u égale à 1 sur x, devient sous cette forme. 1 sur u à la puissance 2 moins alpha d2. Si on compare cette intégrale par rapport à celle-là, on voit que cette intégrale converge seulement si le paramètre qui est là, c'est-à-dire la puissance, devrait être supérieur à 1. C'est-à-dire 2 moins alpha supérieur à 1. C'est-à-dire, le alpha devrait être inférieur à 1. C'est la condition qui garantit la convergence de notre intégrale de départ. Une conséquence, c'est que si on considère une intégrale entre a et c, 1 sur x moins a, sachant que cette fonction elle n'est pas définie en a, c'est-à-dire que cette intégrale, elle ressemble à celle-là. En effet, il suffit d'effectuer un changement de variable sous cette forme, x moins a au niveau de cette intégrale, et donc on obtient une intégrale de Riemann en 0. Et puis la puissance ne change pas, on obtient toujours la même condition nécessaire et suffisante. Donc, c'est l'objet des intégrales de Riemann en plus l'infini ou bien en 0. Par exemple, si on considère l'intégrale généralisée en plus l'infini de cette fonction, 1 sur x à la puissance 3 sur 2, on peut dire que cette intégrale est une intégrale de Riemann convergente parce que la puissance ici, alpha, égale à 3,5, elle est supérieure à 1. Un deuxième exemple, l'intégrale de la fonction 1 sur racine de x en plus l'infini, c'est une intégrale de Riemann en plus l'infini qui diverge parce que la puissance ici de x, c'est 1,5 et le 1,5 il n'est pas supérieur à 1. Le troisième exemple, c'est une intégrale de Riemann généralisée en 0. La puissance ici, c'est 2 sur 3, puisqu'elle est inférieure à 1. Donc, c'est une intégrale de Riemann convergente. Le quatrième et dernier exemple, toujours une intégrale de Riemann en 0. Le alpha que vous avez ici, x à la puissance alpha, le alpha égale à 1, il n'est pas inférieur à 1. Donc, c'est une intégrale de Riemann divergente. Un autre exemple fondamental concerne l'intégrale d'une fonction exponentielle. Cette fonction elle est bien définie sur l'intervalle R+, et donc elle converge lorsque la puissance alpha est inférieure strictement à 0, en passant par une simple primitive. On remplace, comme d'habitude, le plus l'infini par x, on calcule la primitive de exponentielle alpha t. Cette fonction possède une primitive 1 sur alpha exponentielle alpha t lorsque alpha est différent de 0. Mais lorsque alpha égale à 0, la primitive de 1 c'est x. Et puis on évalue cette fonction entre 0 et x, on obtient cette quantité. Et après on fait tendre x vers plus l'infini. Ici, exponentielle alpha x, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, dépend du signe de alpha. Alors, si le alpha il est strictement supérieur à 0, la limite c'est plus l'infini. Si le alpha égale à 0, on avait déjà trouvé la primitive égale à x, donc on obtient toujours plus l'infini. Le cas pour la convergence, c'est lorsque alpha est strictement inférieur à 0. Donc l'exponentielle alpha x tend vers 0, et donc on obtient une limite qui est égale à moins 1 sur alpha. Donc le seul cas qui garantit la convergence de l'intégrale de la fonction exponentielle, c'est lorsque alpha est strictement négatif, en utilisant une étude de cas pour chercher la primitive. Le dernier exemple fondamental concerne les intégrales
des fonctions logarithmiques. Cette intégrale, entre 0 et 1, c'est une intégrale généralisée parce que la fonction logarithme de x n'est pas définie en 0 et puis elle ne possède pas une limite en 0. Si vous vous rappelez bien, on avait déjà dit que si jamais la fonction intégrée possède une limite pour la borne où elle n'est pas définie, alors c'est une intégrale qui n'est pas généralisée, c'est-à-dire elle converge. Mais pour la fonction logarithme, elle n'est pas définie en 0 et puis elle diverge en 0. Pourquoi cette intégrale converge? En étudiant la primitive. On remplace le 0 ici par un certain epsilon et après on va faire tendre l'epsilon vers 0. Donc la primitive du logarithme de x, c'est x logarithme de x moins x. On évalue cette fonction entre epsilon et 1 et après on fait tendre le epsilon vers 0. Passons maintenant à consacrer une section aux fonctions à valeur positive. Parce que dans la plupart des cas, parmi les techniques qu'on peut utiliser, c'est majoré par une fonction qui est positive. C'est la raison qui justifie bien l'étude des fonctions à valeur dans R+. Le premier résultat de cette partie, en considérant une fonction f définie sur un intervalle AB à valeur positive bien sûr, c'est un intervalle semi-ouvert à droite, c'est-à-dire que les intégrales généralisées qu'on veut considérer par la suite, elles sont généralisées au niveau de P, et on suppose que cette fonction est continue par morceau ou bien continue. Je rappelle toujours que la continuité par morceau est une hypothèse plus faible que la continuité. Le premier résultat, si jamais notre intégrale généralisée converge, alors forcément l'intégrale entre a et x est bornée. Il est majoré par une certaine constante, quelle que soit la valeur de x. C'est-à-dire que cette intégrale, puisqu'elle converge, ne va pas tendre vers plus l'infini. Il est forcément borné. La deuxième chose, si notre intégrale diverge, et puisque la fonction f elle est positive, notre intégrale va tendre forcément vers plus l'infini, lorsque x tend vers b-, c'est-à-dire que l'intégrale entre a et b f de t dt égale à plus l'infini. On va essayer de justifier ces résultats en considérant, comme on l'a fait pour la définition, la fonction f de x. Et puis on peut remarquer que cette fonction, elle est croissante. Pourquoi? Si on dérive cette fonction-là, vous savez que la dérivée de grand f, c'est la dérivée de la borne x fois f de x. Puisque cette fonction petit f est positive, ça veut dire que la fonction grand f, elle est croissante. Alors maintenant, supposons que notre intégrale de départ converge. Converge, ça veut dire que cette intégrale, elle est égale à un certain réel, qu'on va noter par m. Puisque notre fonction qu'on a déjà déterminée, celle-là, c'est une fonction qui est croissante. Donc cette fonction grand f de x, elle est inférieure ou égale à grand f de b qui est égal à m. C'est une intégrale qui converge. Et donc on obtient que notre intégrale est majorée. Maintenant, l'inverse, si l'intégrale entre a et x est bornée, sachant que cette fonction elle est croissante, donc elle converge. C'est une relation classique concernant les fonctions à valeur réelle. Passons à un autre résultat en considérant deux fonctions à valeur dans R+, f et g, continue par morceau ou bien tout simplement continue. Si jamais f est majoré par g, et puis l'intégrale de g converge, alors forcément l'intégrale de f converge. Vous faites attention parce que ce résultat il est valable pour les fonctions qui sont à valeur dans R+. C'est-à-dire si f n'est pas positive, alors on n'a pas le droit de conclure pour la convergence de l'intégrale de f. Pourquoi on a ce résultat? Il suffit de remplacer encore une fois le p par x, sachant que f est majoré par g. L'intégrale classique elle est monotone, donc on obtient cette inégalité. Puisque la fonction g elle est positive, ça veut dire que sa primitive elle est croissante, comme on l'a fait dans la justification du résultat précédent,
et puis cette quantité elle est inférieure ou égale à cette intégrale. Et donc, lorsque x tend vers p, à la limite, celle-là, elle est majorée par cette constante, l'intégrale de g converge. Et donc, on peut utiliser le premier résultat. Si jamais l'intégrale entre a et x est majorée, ça garantit la convergence de notre intégrale. C'est une justification qui est assez simple, basée sur le premier résultat des propriétés. Alors, une petite remarque, ça concerne la divergence, c'est-à-dire l'opposé du résultat de majoration. En considérant toujours deux fonctions qui sont continues par morceau à valeur dans R+, ordonnée, f inférieur ou égal à g, et cette fois-ci on suppose que l'intégrale de f diverge. Alors forcément l'intégrale de g diverge. Pourquoi? Parce que l'intégrale de f diverge, sachant que f est à valeur positive, ça veut dire que l'intégrale de f égale à plus l'infini, comme c'était le cas pour ce deuxième résultat. Si l'intégrale d'une fonction positive diverge, alors elle va diverger vers plus l'infini. Et puisque l'intégrale de g sera plus grand que l'intégrale de f qui est égale à plus l'infini, donc forcément l'intégrale de g diverge et est égale à plus l'infini. Donc c'est une conséquence des deux derniers résultats. Exemple, considérons cette intégrale entre 1 et plus l'infini, sinus carré x sur x au carré. D'abord, c'est bien une intégrale généralisée, puisque vous avez ici une borne plus l'infini. La fonction à intégrer, elle est bien définie entre 1 et plus l'infini, et puis elle est bien définie en 1. On va essayer de montrer que cette intégrale converge. D'abord, cette fonction, elle est bien continue, et donc elle est continue par morceau sur l'intervalle 1 plus l'infini, et puis elle est à valeur positive. Sinus au carré sur x au carré. C'est la première hypothèse pour pouvoir utiliser le résultat précédent. Deuxième chose, on va essayer d'utiliser le théorème de majoration, sachant que notre fonction peut être majorée par 1 sur x au carré. Alors, puisque cette fonction 1 sur x carré est intégrable, et son intégrale est de Riemann convergente, parce que vous avez ici la puissance 2, elle est supérieure à 1. C'est une intégrale de Riemann en plus l'infini convergente. Donc, on peut déduire que l'intégrale de notre fonction converge également en utilisant le théorème de majoration. On continue. Cette fois-ci, si f et g sont équivalentes en B-, la notion d'équivalence, on peut penser au développement limité simple. Alors, si on arrive à chercher un développement limité ou bien un équivalent simple de la fonction au voisinage de B à gauche, alors les deux intégrales sont de même nature. Pour comprendre ce résultat, on considère cet exemple, une intégrale généralisée en plus l'infini de cette fonction. On montre que cette intégrale diverge à travers la recherche d'un équivalent simple. En considérant cette fonction polynomiale, pour pouvoir déterminer son équivalent, on ne peut pas le faire directement. Sinon, on obtient quelque chose qui est incorrect. En effet, l'équivalent de cette racine, de ce polynôme, racine de x carré plus x plus 1, c'est x. Et puis, on ne peut pas chercher un équivalent qui est nul, x moins x. Pour éviter cette difficulté, on multiplie par le conjugué pour simplifier l'expression de notre polynôme. À ce moment-là, on n'a pas de signe moins. Toutes les composantes sont positives. Et puis, on peut chercher un équivalent qui est simple. Sachant que le degré de x plus 1, c'est 1. Le degré du polynôme qui figure dans le dénominateur égale à 2. Donc ça, c'est un équivalent d'un polynôme 1 sur 2x. C'est une fonction qui est positive, sachant que son intégrale diverge. C'est une intégrale de Riemann en plus l'infini divergente parce que le alpha qui est là, il est égal à
Alors, puisque le alpha ne vérifie pas cette condition, ça veut dire que cette intégrale diverge. Et donc, en utilisant le résultat de ce corollaire, on peut dire que l'intégrale de notre fonction diverge aussi. On continue pour déterminer d'autres techniques qui permettent d'étudier les intégrales généralisées. Alors d'abord, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de x à la puissance alpha, f de x en plus l'infini. Si jamais on considère une fonction continue sur AP à valeur positive, si on arrive à trouver un alpha supérieur à 1 qui vérifie cette limite, on peut déduire que notre intégrale généralisée converge. Pour la divergence, il suffit de trouver un alpha inférieur ou égal à 1 qui vérifie cette divergence. C'est-à-dire que le produit ici tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. À ce moment, on peut déduire la divergence de notre intégrale. En effet, pour bien comprendre ce résultat, il suffit de traduire cette limite. Il existe une quantité C à partir de laquelle x à la puissance alpha f de x il est inférieur ou égal à 1. Et puis, on peut déplacer le x à la puissance alpha ici, puisque c'est une quantité positive, donc ça ne va pas changer l'ordre de l'inégalité. On obtient que f de x il est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance alpha. L'intégrale de 1 sur x à la puissance alpha converge, puisque c'est une intégrale de Riemann convergente en plus l'infini, parce que le alpha il est supérieur à 1. Donc c'est un résultat qui est basé sur les intégrales de Riemann convergentes en plus l'infini. Et donc par le théorème de majoration, on obtient la convergence de notre intégrale. Pour la divergence, on peut utiliser la même technique, c'est-à-dire on peut traduire cette divergence par l'existence d'une quantité à partir de laquelle f de x elle sera plus grande que 1 sur x à la puissance alpha. Cette fois-ci, cette intégrale, c'est une intégrale de Riemann divergente parce que le alpha qu'on considère ici, il est inférieur ou égal à 1. Il vérifie la condition suffisante et nécessaire pour la divergence. Et donc, lorsque l'intégrale de cette fonction diverge, elle diverge vers plus l'infini. Et donc, l'intégrale de f diverge aussi. Considérons un exemple de l'intégrale d'une fonction exponentielle. On peut montrer que c'est une intégrale qui converge en utilisant cette propriété. C'est-à-dire, si on arrive à déterminer un alpha supérieur à 1 qui vérifie la convergence vers 0 de ce produit. En effet, le alpha qu'on peut choisir ici, tout simplement, c'est 2, bien 3, bien 4, comme vous voulez. Puisque n'importe quel polynôme multiplié par l'exponentielle, c'est l'exponentielle qui emporte la limite. Alors, si on essaie de calculer la limite de ce produit, on peut réécrire x au carré sous forme exponentielle et puis regrouper la puissance de l'exponentielle sous cette forme-là, et après on fait tendre le x vers plus l'infini, sachant que cette quantité tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite classique, et donc l'exponentielle de quelque chose qui est négatif tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, puisque x au carré, f de x converge vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, en utilisant la première propriété, on peut dire que notre intégrale converge. Parlons maintenant de la règle en 0. Les techniques sont relativement similaires. Cette fois-ci, s'il existe un alpha inférieur strictement à 1, qui garantit la convergence de ce produit vers 0 en 0+, alors notre intégrale converge. Par contre, pour la divergence, il suffit de trouver un alpha supérieur ou égal à 1, qui garantit la divergence de ce produit vers plus l'infini en 0+,
et donc on peut déduire la divergence de notre intégrale. Par exemple, si on a à étudier l'intégrale de cette fonction, on montre qu'elle converge en utilisant la première propriété, c'est-à-dire en multipliant cette quantité par racine de x. On peut chercher un équivalent simple de ce produit pour pouvoir passer à la limite par la suite. Alors l'équivalent simple n'est autre que moins racine x logarithme de x qu'on peut réécrire sous forme standard, et sachant que ce produit en vers 0 en 0 plus. Donc c'est suffisant pour dire que notre intégrale converge. Passons maintenant à la section suivante concernant la convergence absolue. Pour la convergence absolue, c'est un outil qu'on utilise lors de la majoration pour étudier la convergence ou bien la divergence des intégrales généralisées. Ici, on considère deux coefficients AB dans R. Le B ici peut être égal à plus l'infini ou bien moins l'infini. Et puis, on considère une fonction continue par morceau ou bien tout simplement continue sur l'intervalle AB. On définit une intégrale qui converge absolument en termes de l'intégrale de sa valeur absolue. Le premier résultat, c'est que si l'intégrale généralisée de f converge absolument, alors l'intégrale de f converge, puisqu'on a déjà cette inégalité. Si l'intégrale de f converge absolument, ça veut dire que l'intégrale de la valeur absolue de f converge, et par le théorème de majoration, l'intégrale de f converge. C'est un résultat qui est très classique. Pour comprendre l'utilité de ce résultat, on peut considérer l'exemple suivant. L'intégrale généralisée en plus l'infini de cette fonction converge. Alors, on va essayer de montrer la convergence de cette intégrale à travers deux étapes. Dans la première étape, on va montrer la convergence absolue de cette fonction. Cette fonction est majorée par une fonction qui est positive et intégrable au voisinage de plus l'infini. Et donc, par le théorème de majoration, on obtient la convergence. Maintenant, on va essayer de faire la liaison entre l'intégrale de cette fonction et notre intégrale de départ. Si vous pouvez le remarquer, on peut établir une intégration par partie pour passer de notre intégrale de départ vers cette intégrale. En effet, on obtient cette quantité, c'est-à-dire la fonction cosinus t sur t évaluée entre 1 et t, moins l'intégrale de la fonction qu'on vient de trouver dans la première partie. Lorsqu'on fait tendre le t vers plus l'infini, cette quantité converge, d'après la première question. Cosinus 1, c'est une constante, et puis cette quantité converge. Parce que cosinus t, c'est une fonction qui est majorée, divisée par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc cette quantité tend vers 0. Et donc c'est suffisant pour dire que notre intégrale converge. La dernière partie concernant ce chapitre, c'est au niveau des intégrales impropres pour les deux bornes, c'est-à-dire des intégrales généralisées pour des fonctions qui ne sont pas définies pour les deux bornes, ou bien on a plus l'infini et moins l'infini qui figurent dans les deux bornes. En considérant toujours une fonction continue par morceau, ou bien continue sur un intervalle AB ouvert pour les deux côtés de l'intervalle, et puis on considère deux paramètres C et D, alors on peut dire que l'intégrale entre AB converge, si seulement si les intégrales généralisées entre A et C, C et B convergent. Autrement, si on a une intégrale qui est généralisée pour les deux bornes, on peut la séparer en deux intégrales généralisées. Une intégrale généralisée en A et puis une intégrale généralisée en B. Si on arrive à montrer la convergence des deux intégrales, c'est suffisant pour déduire la convergence de notre intégrale de départ. Prenons un exemple.
l'intégrale entre 0 plus l'infini de cette fonction. Pourquoi c'est une intégrale généralisée pour les deux bornes? Parce que d'abord, vous avez ici plus l'infini. Et la deuxième chose, la fonction n'est pas définie en 0 et elle diverge en 0. En effet, la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Donc c'est une intégrale généralisée pour les deux bornes. On va essayer d'utiliser ce résultat, c'est-à-dire on va séparer cette intégrale en deux sous-intégrales en utilisant la relation de Charles. Par exemple, l'intégrale généralisée en 0 jusqu'à 1 plus l'intégrale généralisée de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors la première intégrale, elle est généralisée en 0 et celle-là, elle est généralisée en plus l'infini. Et puis on va étudier la nature des intégrales. Pour cette intégrale généralisée en plus l'infini, on peut utiliser la règle de x à la puissance alpha f de x en plus l'infini, c'est-à-dire en choisissant alpha égale à 2, on fait un équivalent simple de x carré sur x3 plus 1, qui n'est autre que 1 sur x, et donc cette limite est nulle, c'est une limite classique. Et puisque la fonction intégrée elle est positive, c'est suffisant pour dire que notre intégrale converge. Donc l'essentiel ici, dans cette première partie, c'est que nous sommes en train d'utiliser la règle de x à la puissance alpha f de x en plus l'infini. Pour étudier la nature de la deuxième intégrale, on peut utiliser un outil d'équivalence. Cette intégrale, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est généralisée en 0 puisque la fonction intégrée diverge en 0. Et puis l'équivalence simple au voisinage de 0 plus, c'est logarithme de x, sachant que cette fonction elle est bien intégrable au voisinage de 0. On peut utiliser la règle de x à la puissance alpha f de x au voisinage de 0 plus. Ça veut dire que cette intégrale converge absolument et donc notre intégrale au voisinage de 0 converge également. Ce qu'on vient de montrer maintenant que les deux intégrales, ou bien les deux sous-intégrales, convergent et donc notre intégrale de départ converge également en utilisant ce résultat. Ce qu'on peut remarquer au niveau de cette propriété, si jamais le b est positif et peut être égal à plus l'infini, et si la fonction f elle est définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0, et continue, pair ou bien impair, alors les intégrales généralisées parmi les trois sont de même nature. Autrement, si on a à étudier l'intégrabilité d'une fonction sur un intervalle symétrique par rapport à 0, ça revient à étudier l'intégrale entre 0 et p, ou bien moins p et 0 pour simplifier l'étude. Pour illustrer l'objet de cette remarque, on considère cette intégrale généralisée de cette fonction qui est impaire. Donc on peut l'étudier par exemple entre moins l'infini et 0 ou bien entre 0 et plus l'infini. Pour se mettre dans les hypothèses de cette remarque, cette fonction elle est continue et impaire. La deuxième chose, c'est que l'équivalent simple de cette fonction voisinage de plus l'infini, c'est une fonction qui n'est pas intégrable au voisinage de plus l'infini, c'est une intégrale de Riemann divergente. Et donc, sachant que l'intégrale entre 1 plus l'infini, elle est de même nature que 0 plus l'infini, puisque l'intervalle 0,1 ne pose pas de problème pour la fonction intégrée. Et on a déjà montré que la fonction, elle est impaire, donc c'est suffisant pour dire que l'intégrale diverge en se servant de l'objet de cette remarque.